podcast. Est-il temps de créer une armée européenne ? Une armée aux ordres de l'Union européenne. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, et pourtant, la question revient sur la table. Elle revient car la situation internationale, ça ne vous a pas échappé, semble extrêmement tendue. D'un côté, les relations entre Européens et Américains qui se crispent chaque jour un peu plus, Donald Trump qui abandonne l'Ukraine, Donald Trump qui ne veut plus protéger l'Europe, et de l'autre, une Russie de Vladimir Poutine toujours aussi menaçante. Jamais le risque d'une guerre sur le continent européen n'a été aussi élevé, disait il y a peu le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Dans ces conditions, l'UE doit-elle se doter d'une armée pour assurer elle-même sa défense ? On en parle avec vous, Jean-Jacques Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, où vous dirigez l'Institut supérieur de l'armement et de la défense. Merci d'être avec nous. Et bonjour, Laura Kayali. Bonjour. Journaliste spécialisée défense pour le prestigieux média Politico. À l'origine, c'est un média américain en ligne, Politico, spécialiste des sujets politiques. Je précise que vous travaillez pour Politico Europe. Jean-Jacques Roche, Laura Kayali, en 2 mots, c'est vraiment acté, l'Europe ne peut plus compter sur la protection des États-Unis. Alors c'est ce qui se profile. Après, pour l'instant, les États-Unis n'ont pas officiellement quitté l'OTAN, ils n'ont pas retiré leurs troupes du sol européen, mais en tout cas, c'est sûr que l'Europe doit se préparer à faire plus toute seule et elle-même. On peut envisager que pendant les 2 années qui viennent, avant les midterm elections, oui, l'Europe devra compter sur elle-même. On peut aussi raisonnablement envisager que s'il y a une alternance relativement au court terme aux États-Unis, les États-Unis reviendront à plus de raison. On va développer tout ça avec vous dans quelques minutes, mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive, et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Then the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Créer une défense européenne. Le projet n'est pas nouveau. C'est en fait un vieux serpent de mer qui remonte à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Remise en contexte, fin des années 1940, l'Europe est exsangue. Pour que la guerre ne revienne plus jamais, il faut un pacte entre les nations qui puisse garantir la sécurité collective. C'est fait en avril 1949 avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Le pacte atlantique est désormais une réalité. Et M. Schuman expose à l'auditorium de Washington les raisons de l'adhésion française. Les nations ont de plus en plus la conviction que leurs destinées sont étroitement liées, que leur salut et leur bien-être ne peuvent plus se fonder sur un nationalisme égoïste et agressif, mais sur la mise en œuvre progressive de la solidarité humaine. Le pacte atlantique unit 12 nations dont le seul but est d'assurer la paix. Une paix maintenant plus sûre. L'OTAN, vous savez, c'est une alliance défensive entre États occidentaux, les États-Unis, le Canada et plusieurs États européens pour garantir leur sécurité commune. Une alliance créée au début de la guerre froide et qui acte à l'époque la bipolarisation du monde, le bloc occidental avec l'OTAN d'un côté, mené par les États-Unis, le bloc soviétique de l'autre, mené par l'URSS. Et oui, en ce temps-là, l'Union européenne n'existe pas encore. C'est seulement une idée qui commence à émerger. Écoutez justement René Pleven, ancien président du Conseil. On est en 1950. À Strasbourg, M. René Pleven, président du Conseil, a tiré dans un important discours la leçon des récents événements mondiaux et précisé leurs répercussions tant économiques que militaires sur le plan français. Pour mettre l'Europe à l'abri d'une surprise à la mode coréenne, les peuples libres doivent, dans les délais les plus brefs, constituer ensemble une force de couverture.
Ce à quoi fait référence René Pleven, c'est à la guerre de Corée qui vient d'éclater. Il suggère la création d'une force militaire européenne qui ne dépendrait pas des États-Unis. Ce projet, c'est celui de la CED, la Communauté européenne de défense. En gros, créer une armée européenne qui rassemblerait les forces de la France, de l'Italie, de l'Allemagne de l'Ouest et du Benelux. Mais en 1954, le projet est rejeté en France par l'Assemblée nationale. Pas question que les Allemands se remilitarisent. À la place, se développe entre ces pays européens une coopération économique, la Communauté économique européenne, CEE, créée en 1957, l'ancêtre de l'Union. On fait un saut dans le temps. Nous sommes maintenant au début des années 90. Le mur de Berlin est tombé et en Europe, l'heure est à l'intégration politique. La communauté européenne devient l'Union européenne. À Maastricht, les 12 ont donc signé pour une Union européenne qui devrait voir le jour d'ici 10 ans. À 1h du matin, l'accord historique était paraphé, la plupart des différends étaient aplanis, les mots contestés étaient laissés de côté. Le traité de Maastricht est signé le 7 février 1992 et il prévoit notamment l'instauration entre les 12 États membres d'une politique étrangère et de sécurité commune. La PESC, politique étrangère et de sécurité commune décidée à Maastricht, est destinée à donner aux 12 les moyens de réagir de façon commune, rapide et efficace, dit le texte, aux changements dans le monde. Le traité sur l'Union européenne inclut la formulation à terme d'une politique de défense communautaire qui peut conduire, je cite, à une défense commune. Embryon de cette défense, la brigade franco-allemande opérationnelle depuis le 17 octobre 1990. C'est vrai, depuis les années 90, il y a une brigade franco-allemande qui va s'étendre dans les années suivantes à d'autres nations. Son nom, l'Eurocorps. L'objectif du corps d'armée européen sera la défense de l'Europe, le maintien de la paix et les missions humanitaires. Tout comme la brigade franco-allemande, ce corps d'armée ne se veut pas en contradiction avec l'OTAN. Ça, c'était l'objectif. Mais près de 30 ans plus tard, force est de constater que le pari n'est pas rempli. S'il existe toujours, l'Eurocorps n'a pas une puissance massive. 1000 soldats basés à Strasbourg, 11 nations représentées, bien loin des 27 États de l'UE. D'ailleurs, les quelques interventions de l'Eurocorps ne se font pas sous drapeau européen, car ce qu'il faut comprendre, c'est que ce corps ne dépend pas directement de l'Union européenne. En réalité, la politique étrangère et de sécurité commune européenne n'a quasiment jamais engagé l'UE dans des opérations militaires extérieures. À part peut-être en 2003, en République démocratique du Congo, à l'époque le pays est à feu et à sang, rongé par la guerre civile, l'Union lance l'opération Artemis, 1850 hommes, principalement français et belges, sont déployés. C'est la première opération de la force européenne en dehors du vieux continent. Contrôle des points de passage, confiscation des armes, résultat, la vie reprend, l'espoir aussi. C'est là une action qui a été tout à fait exemplaire et qui peut se reproduire sous cette forme ou peut-être sous d'autres formes. Je dirais qu'ici, nous sommes peut-être dans la préfiguration de la force d'intervention rapide européenne. Dixit Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense de la France. Effectivement, c'est la première intervention européenne extérieure au nom de l'Union européenne. Cette fois, les espoirs d'une armée européenne reviennent. En 2004 est créée l'AED, l'Agence européenne de défense, qui a vocation à encourager la collaboration des États de l'UE pour développer leurs ressources militaires. L'Agence européenne de défense a pour objectif de rationaliser les armements des nations européennes. Après beaucoup d'hésitations, en connaissant encore beaucoup de réticences de la part de certains pays membres, l'Europe de la défense s'est donc vraiment mise en marche. Si tout va bien, elle sera capable de faire face aux crises du XXIe siècle avant que celui-ci ne soit trop largement entamé. En juin 2017, un fonds européen de défense voit le jour, une enveloppe de plusieurs milliards d'euros destinée justement à financer la recherche et le développement d'équipements communs dans le domaine de la défense. Pour autant, toujours pas d'armée européenne. Alors évidemment, le retour de la guerre aux portes de l'Europe, puis les dernières déclarations de Donald Trump relancent le débat. Face à un ordre mondial en pleine mutation, faut-il une armée européenne ? Qu'est-ce que cela impliquerait ? Quels sont les enjeux sous-jacents ? Tout ça, on en parle avec vous, Jean-Jacques Roche, et vous, Laura Kayali. Déjà, pour commencer,
Une réaction au récit qu'on vient d'entendre. Je me tourne vers vous, Jean-Jacques Roche. Je vous voyais trépigner pendant ce récit. Alors évidemment, on ne pouvait pas tout englober en 6 minutes. J'imagine que vous avez des compléments à ajouter. Je crois que le récit résume bien la genèse difficile de cette défense européenne commune. Je pense qu'il faut ajouter quelques éléments importants. Lors du traité de Nice, on pense effectivement à créer une force d'action rapide. Celle-ci va prendre la forme en 2003 de groupements tactiques de 1500 hommes capables d'être déployés en 30 jours. Donc il y a 13 groupements tactiques qui ont été créés et c'est vraiment là cet embryon d'armée européenne si jamais cette armée doit voir le jour. Mais qui pour l'instant reste au niveau de l'embryon, je comprends. Ces groupements tactiques existent, sont opérationnels mais n'ont jamais été utilisés. Pourquoi est-ce qu'on échoue depuis 75 ans ? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? On sent une volonté, en tout cas du côté français, mais rien ne se passe. Laura Kayali, peut-être ? Les États n'ont pas du tout envie de donner les clés de leurs armées à une organisation supranationale, à savoir la Commission européenne, si c'est ça le schéma auquel on pense ici. Même en matière industrielle, c'est ce qu'on voit en ce moment. Les capitales veulent bien de l'argent européen, mais veulent garder la main sur les décisions. Et donc, concernant les armées, c'est très sensible et je vois très mal Paris ou Berlin donner, encore une fois, les clés du camion à Bruxelles concernant les armées. Ça me paraît, à ce stade, complètement inenvisageable. Donc, je l'entends, une question de souveraineté. Les États veulent conserver leur souveraineté. Oui, mais il y a également tellement de différences entre 27 États membres avec 27 géographies différentes, des histoires différentes, c'est pas la peine de revenir et ces histoires sont souvent concurrentielles. Mais on a également des institutions différentes entre une armée qui relève directement de l'exécutif en France et l'armée parlementaire allemande. Quel est le modèle qui va primer ? Nous avons des États neutres et puis, comme cela vient d'être dit, nous avons des industries de souveraineté qui sont concurrentes. Un des autres freins à la création d'une armée européenne, j'ai l'impression que ça a été aussi l'OTAN. Écoutez comment ce journaliste à Antenne 2 parlait de la création d'une éventuelle armée européenne. C'était en 1992. Oui, j'ajoute que la création d'un corps d'armée européen risque d'être accueillie plutôt fraîchement, disons, à Washington et à Londres, où l'on considère que cette armée peut faire de l'ombre à l'OTAN. François Mitterrand et Helmut Kohl vont donc devoir rassurer les alliés, tout en expliquant que ce projet découle directement du projet de défense commune défini récemment à Maastricht. Ne pas faire de l'ombre à l'OTAN, ne pas froisser Washington, ça a été aussi un frein à la création d'une défense européenne ? En fait, c'est tout le paradoxe, c'est que d'un côté, les États-Unis, on dit depuis longtemps aux Européens qu'ils doivent se prendre en main, mais en même temps, ils ne veulent pas que l'Europe devienne trop puissante, notamment qu'elle ait une industrie de défense trop forte. Ils continuent à vendre leurs propres équipements à énormément de pays européens. Et donc, en fait, c'est cette contradiction, ce paradoxe qui a pu contribuer à limiter les velléités européennes. Mais pour revenir sur l'idée d'une armée européenne, on n'est pas nécessairement dans le tout ou rien, où c'est soit chaque pays dans son coin, ou soit une armée qui serait sous le commandement de la Commission européenne. Il y a tout un panel de nuances entre les deux, avec des armées plus intégrées, avec plus d'interopérabilité, avec faire plus d'exercices ensemble, plus d'entraînement, etc. Donc en fait, là, on se dirige peut-être plus vers une intégration. C'est pas la même chose de dire une armée européenne ou des armées nationales intégrées entre elles. Donc c'est important aussi de voir toute la palette de possibilités. Et on va revenir sur ces perspectives et sur ce développement d'une défense européenne. Je veux juste rester 2 secondes pour bien comprendre ce point sur l'OTAN, parce qu'il y a des pays européens qui disaient aussi, je crois, dans la construction de cette défense européenne, nous on a déjà l'OTAN, c'est suffisant. Peut-être qu'on comprenne bien et rappeler ce que dit ce traité, ce fameux traité de Washington de 1949. Alors, il faut lire le texte, le fameux article 5 de l'Alliance Atlantique, puisque on commence en 1949 par une simple alliance classique. Il faut attendre le déclenchement de la guerre de Corée, comme Pleven l'a mentionné, pour que l'on crée l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce qui est une phase différente. Mais l'article 5 de l'Alliance Atlantique précise simplement qu'en cas d'agression, il doit y avoir une réponse commune. Mais il n'est pas précisé quel type de réponse. Une intervention militaire n'est absolument pas impérative. Ça peut être l'interruption des communications, des relations commerciales ou bancaires. Donc, la garantie de l'Alliance n'est pas obligatoirement militaire.
Alors, bien sûr, un certain nombre de pays ont estimé que le parapluie américain était largement suffisant, puisque au temps de la guerre froide, même s'il y avait déjà des tensions entre les pays européens et les États-Unis à propos du partage des charges, l'argument des Européens que les Américains entendaient quand même, c'était de dire, en cas de guerre contre l'Union soviétique, c'est le territoire européen qui sera le poste avancé de défense du territoire américain. Donc ça a un prix. Et donc les Américains, conscients de la nécessité de protéger l'Europe pour se protéger eux-mêmes, ont donné ce parapluie nucléaire. Et puis, avec la fin de la guerre froide, bien, ce parapluie, la nécessité s'en faisait moins sentir. Et donc, il y a ce sentiment d'isolationnisme qui refait surface aux États-Unis. Et en fait, Trump n'est jamais que la dernière mouture de cet isolationnisme. Et de Clinton à Obama, les États-Unis tendent à se retirer, ce d'autant plus qu'il y a cet intérêt croissant pour l'Asie-Pacifique. Donc, désormais, l'Europe doit davantage compter sur elle-même. Et ce n'est pas simplement avec Trump et la guerre en Ukraine. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, il y avait aussi une peur des pays baltes ou de la Pologne ou même de l'Allemagne de dire que créer une propre défense européenne accélérerait le retrait américain. Où les États-Unis diraient « qu'en cela ne tienne, vous n'avez plus besoin de nous, on s'en va », et de créer une prophétie autoréalisatrice. Et ça, c'est très ancré dans les mentalités des pays baltes et en Pologne. On revient dans le vif du sujet avec cette question, faut-il une armée européenne ? Donc, je l'ai entendu, vous le disiez, Laura Kayali, c'est pas tout ou rien, il y a des solutions alternatives, on va en parler. Bien sûr, on a tous été hallucinés par cet incroyable clash vendredi 28 février entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Armée européenne ou pas armée européenne, on le comprend, il y a urgence. Il y a urgence aussi longtemps que les faits font pression. Mais l'actualité se renouvelle très rapidement et on peut envisager que la paix sera signée tôt ou tard, que ce soit une bonne ou une mauvaise paix, car entre l'Ukraine et la Russie, les pressions sont trop fortes. Et là, je peux vous assurer que l'urgence paraîtra moins immédiate. Alors, toujours est-il qu'on doit réfléchir aux différentes formes que peut prendre cette défense européenne. Et il faut déjà qu'il y ait une interrogation sémantique. Nous parlons, nous autres Français, de défense européenne, comme il y a une agriculture européenne commune, alors que nos partenaires allemands parlent de défense de l'Europe. Donc, davantage de coopération entre les armées européennes. Donc là, il faudrait déjà que nous nous mettions d'accord, et il me semble que le vocable, la dénomination allemande, est plus approprié pour penser ce que nous pouvons raisonnablement envisager à court et moyen terme. En tout cas, il y a un sentiment d'urgence à Bruxelles, puisque la Commission européenne a présenté le 4 mars un plan de financement de l'industrie de la défense. 800 milliards d'euros. Alors, ça, c'est ce qu'elle essaie de nous dire. Mais en réalité, ce qui est sonnant et trébuchant, c'est 150 milliards d'euros. Et ensuite, elle anticipe qu'une flexibilisation... Elle, c'est Ursula von der Leyen, oui, la présidente de la Commission européenne. Exactement, anticipe que le fait de rendre les règles budgétaires nationales plus flexibles peut dégager 650 milliards d'euros supplémentaires si les pays dépensent 1,5% de leur PIB dans la défense. Donc, elle n'est pas arrivée avec un chèque de 800 milliards d'euros. C'est plutôt un semi-chèque de 150 milliards d'euros sous forme de prêt. Et le reste, donc si je prends un exemple un peu au hasard, mais si l'Irlande décide de ne pas augmenter son budget de la défense parce que c'est un pays neutre, il n'y a pas 650 milliards d'euros. Donc ensuite, ça va être aussi à chaque capitale de prendre ses responsabilités avec les nouvelles règles budgétaires que la Commission européenne propose. Donc la construction de cette défense européenne, on ne parle pas d'armée européenne encore, bien sûr, mais la construction de cette défense européenne, ça passe d'abord par de l'argent, c'est ça ? Pas seulement. Je crois qu'en priorité, c'est une question de volonté. Or, cette volonté, jusqu'à présent, elle ne s'est pas exprimée de manière très claire. L'argent est important, mais ce n'est pas suffisant. À savoir qu'on ne peut pas acheter sur étagère pour 150 milliards de matériel militaire, même si c'est du matériel américain. Il va falloir le produire.
Et l'Europe aurait plus intérêt à produire ces matériels plutôt que de les acheter outre-Atlantique. Or, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires. Et même si nous avons quelques grands groupes européens, il va falloir du temps pour transformer l'outil industriel et pour transformer également les règles qui permettent à cet outil de fonctionner. Donc je note une volonté, de l'argent, tout ça pour, je comprends, d'abord financer un armement, c'est-à-dire un armement commun, c'est ça le sujet ? Alors, sur les 150 milliards d'euros, l'idée, effectivement, c'est de produire ou d'acheter ensemble. Donc, les pays, les capitales et la Commission européenne ont commencé, avec l'OTAN en parallèle, mais ont commencé à identifier une liste d'équipements qui manquent cruellement aux Européens, notamment si les Américains se retirent. Aux Européens, c'est à toutes les armées européennes ? Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Alors la grande question, qui n'est pas encore résolue à ce jour, c'est de savoir s'il y aura une clause, une Buy European clause, qui est attachée à ces 150 milliards d'euros. Ça, c'est une question qui est pour l'instant ouverte. Évidemment, c'est-à-dire acheter européen plutôt qu'américain, c'est ça ? Américain ou coréen ou turc ou israélien, parce qu'on parle beaucoup des Américains, mais les pays de l'Est se procurent de plus en plus de matériel coréen. Mais même s'il y a cette obligation d'acheter européen, vous avez nombre d'entreprises européennes qui ont des filiales de groupes américains en Europe et qui ont donc un statut d'entreprise européenne. Et là, on le voit, entre les impératifs de défense et les impératifs économiques de marché, jusqu'à présent, la Commission a privilégié les impératifs du marché. Donc, se réarmer, pourquoi pas se réarmer européen si c'est possible, mais effectivement avec des mais et avec des si, je l'entends. Se réarmer, pourquoi faire ? Alors, on va prendre le pire scénario. Demain, Vladimir Poutine et la Russie envahissent l'un des pays baltes, donc Lettonie, Lituanie ou Estonie. Qu'est-ce qui se passe ? Si on est dans ce cas de figure hypothétique et que ça se passe demain, en théorie, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui est censé... Et l'OTAN aussi, pour préciser, l'OTAN n'a pas d'armée. L'OTAN, c'est un agrégat des armées des pays de l'OTAN. Donc, en théorie, c'est l'OTAN. Et l'un des défis, s'il y a une guerre à haute intensité sur le sol de l'Union européenne ou de l'OTAN, c'est de tenir. C'est de tenir dans la durée. Les Européens n'ont plus beaucoup de stocks, notamment parce qu'il y en a beaucoup qui ont été envoyés en Ukraine. Les Européens... On n'en a jamais eu beaucoup. Hein. Nous, non, mais les Allemands et les Polonais, ils avaient quelques restes quand même. Et nous, effectivement, on n'en a pas beaucoup. On a quand même... Une armée bonsaï. Voilà, qui est bonsaï et puis taillée, voilà, il n'y a pas de gras qui dépasse, quoi. C'est vraiment... Donc, tenir, en fait, les munitions, le stock, d'après un rapport sénatorial, on tiendrait même pas une semaine. 5 jours sur 80 km. Voilà, donc c'est quand même pas très réjouissant. C'est réduit. Bon, ceci étant, je pense que si nous sommes capables, à la faveur de la crise actuelle, peut-être pas de trouver des solutions, mais de montrer une volonté commune, une détermination à prendre en charge notre défense, cela est le meilleur instrument. Comme Thucydide disait, le meilleur instrument pour défendre la cité, ce ne sont pas ces murs, c'est le courage et la volonté des citoyens. Oui, puis c'est là où la maxime latine prend tout son sens. Qui veut la paix prépare la guerre. Et plus on est dissuasif, plus on est armé, moins la Russie aura envie de chercher des noises, car la Russie va vers des territoires qui, à ses yeux, sont faibles. Et donc plus on a l'air fort et plus on a l'air de prendre ça au sérieux, et moins elle aura envie de venir voir de quel bois l'OTAN ou l'Europe se chauffe. Et vous parliez de volonté de l'Union européenne. Je note des nouvelles avancées en matière de défense européenne. Alors, on va commencer par le début. 1, la nomination en septembre 2024 d'un nouveau commissaire européen à la défense. C'est une première, hein. Avant, ce poste n'existait pas. 2, un signal fort venant de l'Allemagne. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz a réagi au propos de Donald Trump. Il veut mettre en place une défense autonome pour l'Europe. Et puis, il y a des investissements colossaux qui sont prévus en Allemagne, je crois, plusieurs centaines de milliards d'euros, quitte à creuser le déficit budgétaire allemand, ce qui est une première dans la culture du pays. Et puis sur ce sujet-là, au lendemain du clash, ou au surlendemain du clash entre Zelensky et Trump, on a vu l'Europe faire front, entre guillemets, en tout cas les dirigeants européens à Londres. Et il y a une volonté commune. J'ai l'impression que là-dessus, on partage tous à peu près le même avis. C'est un sujet qui est très pris au sérieux. Derrière, est-ce qu'il y a des actes ? Est-ce que les actes vont assez loin ? Ça, l'avenir nous le dira, mais
Bruxelles ne voulait pas toucher à la défense, que ce soit la Commission européenne ou le Parlement européen disaient ce n'est pas à nous, c'était une sorte de tabou, la défense ça se passe pas à Bruxelles. L'état d'esprit a changé, mais ça veut pas dire une armée européenne. Dans cette même lancée et dans toute cette énergie qui est déployée au niveau européen, quelles pourraient être alors les prochaines étapes dans la construction d'une défense européenne ? J'entends l'armement, etc., de l'argent. Quelles pourraient être les prochaines étapes ? On le voit avec les projets qui existent déjà. Ce sont des collaborations engageant plusieurs États européens en vue de la fabrication d'armements en commun. C'est le vieux projet de l'AED, Pooling and Sharing. De l'Agence européenne de défense. C'est ça, mettre en commun et partager ensuite les résultats. Et les capitales, donc il faut faire quand même une différence entre la Commission européenne et l'Agence européenne de défense. L'Agence européenne de défense, c'est intergouvernemental, donc ce sont les États qui ont la main. Et donc les capitales, quand elles disent que potentiellement Bruxelles pourrait avoir plus de pouvoir, elles pensent plutôt à l'Agence européenne de défense, parce que ce sont les capitales qui décident, qui sont autour de la table. Il y a une volonté de coordonner, par exemple, de dire « Ah, mais toi et moi, on doit renouveler nos chars à tel moment », coordonnons les plannings, coordonnons les livraisons, comme ça on peut en acheter ensemble. Ah, on doit rénover nos frégates, accordons nos calendriers. Donc ça peut être aussi une façon. Et une autre façon, c'est de s'entraîner plus ensemble. Déjà, d'avoir du même matériel pour des armées, ça accélère l'intégration et l'interopérabilité, etc. Donc, c'est ce que font les Français avec les Belges notamment. Une intégration des armées européennes passe aussi par le matériel. Et une autre façon, c'est de s'entraîner ensemble, de faire des exercices transnationaux. Bon, on le comprend, en tout cas, une armée européenne, c'est pas pour tout de suite. Quel avenir pour notre défense européenne ? On a les cartes en main, vous avez les cartes en main, j'espère, auditeurs, pour y voir un peu plus clair. Merci beaucoup, Jean-Jacques Roche, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, où vous dirigez l'Institut supérieur de l'armement et de la défense. Et merci beaucoup, Laura Kayali, journaliste spécialiste défense pour le média Politico Europe. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.